Bienvenue à tous, bienvenue sur le plateau d'Al Janoubia, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Aujourd'hui, pour vous parler d'une structure qui s'appelle Atmosphère et dont j'ai la joie d'avoir sur ce plateau son président, Fouad Abou Hamda. Alors, Monsieur Fouad Abou Hamda, en quoi consiste cette structure dont les renseignements qui me sont parvenus indiquent qu'en fait, c'est un travail de terrain, sur le terrain, avec des gens en vrai. Mais quelle est sa particularité? Qu'est-ce qui vous différencie des autres, si je puis dire? Oula, alors c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de me comparer, comment dire, un peu aux autres structures. Si je pourrais vraiment répondre, c'est que déjà à la base, on veut vraiment être ce qu'on appelle, comment dire, une structure autogérée. C'est-à-dire être capable de vivre sur un modèle sans don, sans subvention. Donc vous ne demandez pas de dons, vous ne demandez pas de subvention. Rien. Ce qu'il faut, c'est comment dire que on part du principe que plus on est plus on est plus on est avec moins de moyens, plus on a d'idées pour s'en sortir. C'est un peu ça, le principe, quoi. Le manque de moyens provoque l'idée. Crée de l'idée, quoi. Donc on est dans un schéma complètement, c'est un autre paradigme, on est dans un schéma inverse de ce qui se fait au niveau des associations aujourd'hui qui vivent, qui commencent par une sorte de packaging, ensuite qui essayent de monter, comment dire, des levées de fonds, puis après quand ils ont cet argent, ils se disent on va créer un poste, deux postes, puis à la fin, marche sur la tête parce qu'ils passent plus de temps à faire de l'administratif ou à s'occuper, comment dire, de leurs salariés, à gérer, à manager les postes qu'ils ont créés que d'avoir un vrai impact social, quoi. D'accord, donc voilà, intéressant. Donc voilà, c'est un peu le principe, quoi. Ouais. Mais alors comment vous vivez si on juste... c'est ça le but, c'est de créer des modèles qui vont nous permettre de vivre. Donc nous, ce qu'on fait, donc on est déjà une structure qui récupérons des espaces vides par plusieurs moyens. Et le dernier moyen, c'est le squat. Le squat. Voilà. Nous sommes des squatteurs à la base aussi. Donc on rentre dans un bâtiment. C'est légal alors? Quand on rentre par effraction, bien sûr, on commet quelque chose d'illégal. Mais comme le lieu est à la base ouvert, le fait de l'occuper, c'est comme si vous rentrez dans un terrain qui n'est pas occupé et puis vous y êtes plus depuis 48 heures, à la fin, c'est votre domicile. Donc là, on rentre dans un schéma d'une procédure légale si les gens, propriétaires, veulent, comment dire, nous en déloger. Donc il faut savoir que nous, dans notre association, on ne va jamais prendre un bien à quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, puis qui est devenu milliardaire, et on va lui prendre son bien. Ça a toujours été des locaux qui sont en voie de destruction. Comme celui, entre autres, de 2000 m². On avait presque même 10 000 m² à Saint-Ouen. C'est-à-dire à la base, ce sont des bâtiments. En Seine-Saint-Denis, dans le 93. C'était un bâtiment qui était voué pour le Grand Paris à la destruction, donc inoccupé. Mais le temps que, comment dire, ce bâtiment se détruit, 5 ans se passent. D'accord. Donc 5 ans où il ne se passe rien là-dedans, il ne peut pas être vendu, il ne peut pas être acheté. Ça y est, ça appartient, comment dire, ça appartient à l'État, en attendant que le premier coup de pelle il arrive, quoi. Et nous, notre but, ce n'est pas d'empêcher, comment dire, le projet qu'il y a derrière, peu importe le projet, c'est dès qu'il y a le premier coup de pelle, on s'en va. D'accord. Donc vous récupérez ce lieu, qu'est-ce que vous faites? Alors, l'espace n'est plus ni moins que, comment dire, ce n'est pas le plus important. L'espace, c'est ni plus ni moins qu'un outil. Un outil qui va permettre à des gens d'entreprendre. En gros, au-dessus de tout, c'est l'entrepreneuriat. Pour moi, je pars du principe que empêcher un citoyen d'entreprendre, c'est pas un citoyen, c'est pas un être humain, quoi. Donc bloquer l'entrepreneuriat, c'est autant vital que de dire à quelqu'un tu pourras pas manger, tu pourras pas, comment dire, te loger, tu pourras pas te soigner et tu pourras pas t'éduquer. Empêcher quelqu'un d'entreprendre, c'est comme si tu lui retirais ces quatre choses vitales avant, quoi. C'est l'empêcher de vivre. C'est l'empêcher de vivre. Et pour moi, c'est l'empêcher d'être digne. C'est ça, carrément. Dès que t'empêches vous êtes américain un peu. Alors je ne sais pas si c'est un modèle anglo-saxon. Oui, c'est davantage peut-être un modèle anglo-saxon que... Possible, hein. Non. Franchement, je ne peux pas vous dire. Ouais, d'accord. Mais pour moi, la Constitution française, je suis peut-être le seul à le dire en France, hein, on doit mettre le droit à entreprendre. Dès qu'une personne arrive devant un juge et se défend, mais c'était mon droit à entreprendre, normalement le juge doit
utiliser la Constitution française, oui, mais il était en train d'entreprendre, le gars. Et il doit le juger en fonction de ce droit à entreprendre qui n'est pas encore dans la Constitution. Alors, quelqu'un qui va aller voler pour se nourrir, il était en train d'entreprendre. Il était en train. Non, il sera jugé parce qu'il était en train de voler. Il était en train de voler. Et le vol est voilà, donc est interdit. Mais il était en train de se nourrir. Et comme le droit de subsistance est dans notre Constitution, il sera, comment dire, pas condamné le fait qu'il essayait de survivre, quoi. Donc le droit à entreprendre, c'est ni plus ni moins que, comment dire, le droit de survivre, quoi. D'accord. Aujourd'hui, ça n'y est pas dans notre Constitution. Alors qu'est-ce qu'ils entreprennent à Atmosphère quand ils viennent chez vous? Ils entreprennent quoi? L'entrepreneuriat, c'est au sens large. Une personne qui veut ni plus ni moins débarquer en France et y fonder une famille, et parce qu'il est amoureux de ce modèle social en France, et y travailler, il entreprend. Comme une personne qui est un jeune banlieusard, qui s'est dit, bon, je vais monter, comment dire, une structure d'aide à domicile pour des seniors, parce qu'on en a besoin, il y en a beaucoup qui sont malades, mais je n'ai pas de locaux. Donc le fait de ne pas lui donner un local, c'est l'empêcher d'entreprendre. D'où l'outil de cet espace. Empêcher un entrepreneur de banlieue d'avoir un local, même si, il faut savoir qu'en banlieue, au jour d'aujourd'hui, dans le 93, nos entrepreneurs ont les moyens de payer 3 années d'affilée de locaux, mais on leur loue pas de locaux. On leur loue pas. C'est pas qu'ils n'ont pas les moyens de comment vous l'expliquez ça? Parce que le système capitaliste, j'ai rien contre, c'est un système comme un autre, où il y a eu beaucoup d'abus, c'est approprier tous les espaces de mètres carrés qu'il y a en Île-de-France. D'accord. Mais ça empêche les initiatives, en fait. Voilà. Aujourd'hui, en Île-de-France, ça c'est un constat, 3,5 millions de mètres carrés sont disponibles pour faire des bureaux qui ne sont pas utilisés. C'est-à-dire, vous êtes un jeune Mahmoud qui vient de banlieue, vous êtes capable de payer 3 ans de loyer, on ne vous loue pas. Donc si vous l'empêchez d'avoir cet outil qui est l'espace, vous l'empêchez d'entreprendre. Donc vous l'empêchez pourquoi il va pas Mahmoud, on m'empêche d'entreprendre, je vais ailleurs, je vais dans un autre pays. Le service à la personne, là c'était un exemple bien concret, c'est le service à la personne, aider nos seniors. Ah d'accord. Il y a du service à fournir aujourd'hui. Il y a énormément de services à fournir aujourd'hui en banlieue, mais les jeunes, le premier blocage qu'ils ont, c'est les locaux. D'accord. Ça, c'est un premier blocage. Donc aujourd'hui, ce premier outil, il n'est pas disponible. C'est un peu comme donc j'ai bien compris. Atmosphère donc fournit au moins déjà un espace. On a trouvé une idée pour avoir des locaux. Voilà. Déjà c'est un espace. Voilà. Mais après comme ça. Mais après, c'est pas parce qu'on a les locaux qu'on entreprend quelque chose d'utile et qu'on réussit finalement. Les locaux, c'est bien. Ok, très bien. Mais la guerre n'est pas finie. C'est pas parce qu'on a des locaux. Non, bien sûr. C'est un des outils déjà indispensables. Un outil. Vous l'avez dit, ça n'est qu'un outil. Qu'est-ce qui se passe après? Là, ce qui se passe, c'est que les personnes se retrouvent dans des lieux qui doivent gérer par eux-mêmes et en même temps entreprendre. Et là, il se passe des choses ni plus ni moins que magiques. C'est une aventure. Là, vous mettez des gens qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer parfois. Par exemple, racontez-nous. Par exemple, comment dire, on a monté un espace de coworking. Vous avez comment Alors, c'est quoi le coworking? Alors, le coworking, c'est simple, c'est juste des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir des bureaux. Tu leur mets des tables et des chaises et du Wi-Fi, ils viennent travailler pour monter leur boîte. Et demain, en même temps, ils vivent à côté de SDF. Mais les SDF, c'est des usagers de l'application qu'ils développent. Donc en gros, ils sont en train de développer quelque chose avec des gens qui côtoient tous les jours. Donc vous voyez, quelqu'un qui veut développer, comment dire, quelque chose pour des usagers, il ne peut pas aller, comment dire, forcément à la Silicon Valley. Il faut qu'il soit au cœur des gens. En fait, Fouad, vous croyez, si je vous suis, que quand on se retrouve, il y a des énergies et il se passe forcément des choses. Tout le temps. C'est ça. Positif ou négatif. Parfois même les choses négatives sont des choses très très positives. Il faut toujours le voir comme ça. Alors qu'est-ce qu'il y a de négatif par exemple qui a pu se passer Négatif, c'est que les gens apprennent à se connaître. Ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas si bien que ça. Qu'ils ne sont pas si bien que ça. Tout le monde croit qu'il est bien. C'est quand il arrive dans des locaux comme ça qu'il s'aperçoit, je suis con. Mais tu as deux possibilités, soit tu restes devant ta glace en disant je suis un mec bien, beau, soit tu vas à Atmosphère. Et là tu vas t'avoir que tu n'es pas totalement bien, quoi. Et est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, qui… Donc ça, oui, ça forcément, ça fait grandir les gens. Donc déjà, première qualité. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que ça les aide à s'accomplir dans leur projet d'entreprendre? Puisque c'est ça le carrément. But. Alors, il y a quoi? Quel entrepreneur est né
à atmosphère. Quel type en tout cas nous, à la base, ce qu'on fait, c'est simple. On est vraiment dans ce qu'on appelle, quand des entrepreneurs arrivent, on fait vraiment ce qu'on appelle du small business. On n'a pas la prétention. Alors expliquez-nous. Small business, c'est vraiment du petit business. Ouais. Quand on est deux sœurs à monter, acheter un camion puis à faire, les marchés, pour nous, on a gagné. C'est magnifique. Et les entreprises, dans un de nos locaux, leurs marchandises. C'est extraordinaire parce que qu'est-ce qu'elles faisaient juste avant? Rien. Eh ben voilà, elles sont passées de je fais rien à j'ai une activité. Moi, personnellement, j'aurais aimé qu'elle fasse peut-être autre chose ou quoi que ce soit. Mais pour moi, si c'est ce qu'elle a envie de faire, avoir aussi une place au marché comme tout le monde, c'est génial. Je vois pas pourquoi, non, mais pourquoi je dis que c'est génial? Pas parce que je diminue de quelque façon leur talent, je ne les connais pas, vous m'apprenez. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'on reste chez soi et il ne se passe rien. On va travailler au marché et bismillah, je ne sais pas ce qui peut en sortir de cela. Là, ça aurait pas je été rencontre possible des gens et j'apprends des choses. Puis voilà. Et ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas l'espace, sachant que dans notre espace, il y a un garage solidaire où on répare les camions, les voitures, etc. Bon, là, il a été fermé parce qu'on a eu un problème avec l'URSSAF. Ils sont venus, ils ont fait un nettoyage total. Donc on est en procédure avec ça, alors que c'était une association. Mais bon, ça c'est encore... il y a beaucoup de juridique derrière, quoi. Donc là, elles ont le camion. Là, elles ont un endroit où elles peuvent laisser leurs affaires à moindre coût, parce que les personnes qu'on réinsère dans cet espace CSDF, on leur apprend la sécurité, à nettoyer et la logistique. Ouais. Donc c'était des gens à la base qui ne faisaient rien, qui étaient sur les quais, qui du jour au lendemain ont un rôle social aussi. Exactement. Et d'intérêt général utile à tout le monde. Exactement. Donc ça, c'est un exemple, c'est du petit business, comme le service à la personne. On n'est pas là pour dire on va développer un truc qui va être valorisé des milliards d'euros. C'est pas du tout ça. On est là que pour les petits gens, les gens modestes qui veulent s'en sortir et avoir gagné leur vie tous les mois convenablement. C'est quand même énorme. Et ça, le but, c'est de le répliquer. Ouais. Et ça marche au maximum. Pour l'instant. Vous êtes combien? Alors, il y a combien de personnes qui viennent vous voir? Ça marche, c'est un grand mot. Ouais. Parce qu'en gros, quand on dit ça marche, on parle de résultat tout le temps. Oui. Le résultat, il n'est pas dans. Le résultat, il est, dans le système de pensée. Si pour moi, une personne, elle arrive et sa mentalité change, elle arrive à travailler avec n'importe qui, même des gens qu'elle n'aime pas, forcément. Ouais. Des gens qu'elle n'aurait jamais pensé pouvoir travailler avec cette personne-là parce qu'il y a plein de choses qui la dérangent. Mais qu'à la fin, elle comprend que c'est ça aujourd'hui, travailler, c'est travailler avec tout le monde et vivre avec tout le monde. Et à la fin, c'est. Dès qu'on arrive à ça, ça y est, le résultat pour moi, ça marche. Ouais, c'est surtout ça. C'est ça votre définition de ça marche. Je ne peux pas donner un résultat au niveau comptable. Alors, moi, le ça marche, je me demandais aussi si est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui font confiance à l'atmosphère, qui viennent en tout cas essayer de voir ce qu'elles peuvent en tirer. Ouais. Mais pour eux, c'est du jour au lendemain, il faut que ça culture, quoi. C'est-à-dire du jour au lendemain, il faut repartir de zéro. Ouais. Quel type de profil vient? Tout type de profil. Ça va du bobo parisien jusqu'à l'immigration, quoi. Ouais. Jusqu'aux réfugiés. Les âges? Tout âge. On a un Russe qui est ex-para et qui a 3 diplômes d'ingénieur, qui a 65 ans. Ouais. Et le plus jeune, ou la plus jeune? Le plus jeune, c'est majorité. 18 ans. Voilà, il n'y a que des gens il y a des majeurs. Il y a que des majeurs, quoi. Après, on a nos stagiaires qui viennent. Ouais. Il y a des stagiaires, mais c'est dans le cadre. Oui, c'est dans le cadre vous avez une structure associative alors. Voilà, c'est le cadre d'une convention de stage. On prend des gens qui sont en bac pro. Alors pourquoi on prend des jeunes qui sont en bac pro? Parce que les bac pro du 93, les lycées professionnels du bac 13, ils ont 70% d'absentéisme. Je répète, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des moments, la prof d'anglais, elle a 2 personnes dans la classe. Bon, elle est payée quoi qu'il arrive. Le souci, c'est que cette jeunesse-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle va devenir. Après son bac pro, avant, avec un bac pro, tu pouvais poursuivre des études. C'était sur 4 ans. Le président Sarkozy a dit on va faire passer ça en 3 ans, mais des stages. Par contre, un max de stages. C'est-à-dire que les jeunes doivent aller chercher des stages. Ouais. Sauf aller chercher un stage, prendre un jeune de banlieue qui va voler, et quand tu vas dire que tu es un voleur, il va te ramener ses potes de la cité. Il y a des gens aujourd'hui, on ne veut plus les prendre, les jeunes, quoi. Qui sont réticents. On ne veut plus prendre les jeunes ils n'arrivent plus à trouver de stage. Donc nous, nos structures associatives, on en prend des stages. D'ailleurs, il y a eu pas longtemps le conseil régional, où je crois que c'est Valérie Pécresse, qui a incité, les associations, entre autres ceux qui sont subventionnés, elle a mis un critère de prendre des stagiaires, quoi.
C'est le moins, je dirais. Voilà. Aujourd'hui, les stagiaires, plus personne n'en veut. Il faut savoir que le modèle allemand, quand tu prends un stagiaire, le tuteur est payé. En France, il n'est pas payé. Donc il y a quelque chose à faire pour cette jeunesse qui est énorme, parce que les bacs pro, et il faut savoir encore pire qu'avec la mondialisation, quand tu as un mec qui vient d'Italie, d'Espagne, avec des papiers italiens ou une carte italienne qui vient de travailler, comment dire, en France, celui qui sort soudeur avec 10 ans d'expérience, le jeune qui a fait un bac pro pour être soudeur, il vaut rien. En gros, l'autre, il va se faire même sous-payer, c'est-à-dire, on va dire 5 € l'heure. Ça veut dire qu'en gros, notre jeune qui sort avec 3 ans d'études, avec un bac pro, il ne vaut même pas 1 € de l'heure. Donc, il y a un grand problème à faire là-dedans. Donc ça, c'est en gros une aussi des populations, parce qu'il y a plusieurs populations. Ouais. Il faut les différencier qui viennent dans l'atmosphère, entre les usagers simples qui viennent utiliser les lieux pour faire un peu de peinture, parce qu'entre midi et 2, ils n'ont pas trouvé d'autre endroit, entre ceux qui viennent juste parce qu'on a un café citoyen boire un coup, entre ceux qui sont hébergés, entre ceux hébergés, c'est-à-dire qui résident sur place, c'est-à-dire les SDF qui sont en réinsertion, qui sont chez eux, on est chez eux. Il faut savoir que quand on ouvre une structure, il y a des SDF, vous êtes dans leur domicile. Vous êtes chez eux. Mais c'est tout à fait nouveau, votre truc, là. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est... Alors, ça... pas du tout. Pas du tout. Alors moi, je ne suis pas du tout venu dire ici que, comment dire, la cause que je défends, c'est-à-dire tous ces espaces qui ne sont pas utilisés et qui pourraient régler tous nos problèmes du jour au lendemain, je suis le seul à le dire. Il y a beaucoup de gens qui défendent une cause et c'est comme, comment dire, quelqu'un qui va dire je vais aller faire un puits en Afrique et on a l'impression qu'il n'y a que lui. Alors qu'il y a 1 milliard de gens qui font ça, mais lui, il va faire croire qu'il n'y a que lui. Il y aura un théâtre de guerre quelque part, il va y aller, il va dire voilà, je suis ici. Mais on donne l'impression qu'il n'y a que lui, alors qu'il y a 1 milliard d'ONG qui est là, il y a 1 milliard de gens ils seront jamais sur Facebook. D'où vous êtes venu? C'est une cause, comment dire? Non. D'où vous êtes? Le squat. Enfin, le squat existe depuis très longtemps. Cette idée d'atmosphère. Alors, moi, mon histoire, elle est simple. J'ai pas eu l'idée. Ouais. Je suis à la base aussi dans l'inclusion numérique, c'est-à-dire que moi, à la base, je réparais des ordinateurs pour les donner à ceux qui n'ont pas de moyens, quoi. Ouais. Et en même temps, je faisais, comment dire, de l'inclusion numérique, c'est-à-dire j'apprenais, comment dire, aux familles, à quelqu'un à utiliser ne serait-ce que le Bon Coin, ou à expliquer aussi aux parents que, attention, votre fils, il est trop sur Facebook, trop sur YouTube, trop sur, excusez-moi, des sites pornographiques, ça va pas faire il va pas se lever le matin pour aller travailler et étudier, quoi, et acquérir de la bonne connaissance. Donc, j'étais beaucoup là-dedans. Ouais. Et je cherchais un petit local, là, je te raconte un peu mon histoire. Hein. Ça date d'il y a 5 ans. Donc j'ai trouvé un petit local dans un squat. Mais à la fin, je suis devenu le patron du squat parce que j'ai pris, en gros, je suis venu, je me suis incrusté, j'ai pris un atelier. Je suis devenu ce patron après, le patron de tout le truc. Et après, j'en ai ouvert un deuxième, avec toute l'équipe. Et un troisième. Non, mais il y en a qui ne peuvent pas entendre ça. Ils disent, mais c'est quoi ce type? Et voilà, c'est comme ça, par hasard, que je me suis retrouvé. À la base, j'avais une vie cool aussi. Moi, je suis ingénieur en informatique. J'ai bossé dans la banque et l'assurance pendant 15 ans. Ouais. Je suis consultant en banque en assurance. Je suis même d'ailleurs. J'ai toujours fait du consulting. Et je me suis dit, je vais essayer de faire un truc un peu plus cool dans ma vie. Je me suis fait faire du social. Je me dis, comme je suis dans l'informatique, un médecin, on se doit te soigner. Bah, il fait aussi il fait aussi du gratuit. Un avocat, il se doit te défendre, bah, il fait aussi du gratuit. Alors, je me suis dit, en tant qu'ingénieur en informatique, je vais aussi faire un peu de gratuit et travailler dans mon domaine, qui est l'inclusion numérique. C'est-à-dire, on vit dans une société qui le numérique a fait déprimer des gens, parce que les gens ne savent même pas servir d'un smartphone. Ça, je te parle de ça il y a presque 6 ans de ça. Et j'ai créé une structure qui s'appelle Social NTIC, qui est devenue Social TechNet. Et à la fin, j'avais besoin d'un local. Et dans le local, je me suis retrouvé dans une merde, pas possible, à gérer tout un squat. Et à la fin, j'ai dit, je ne peux pas abandonner, les gars. Mais alors, je suis resté là-dedans, quoi. Ce qui est différent, parce que tout à l'heure, on a commencé par parler en disant que c'était un petit peu le modèle anglo-saxon. Mais ce qui manque là pour que ce soit parfaitement le modèle anglo-saxon, c'est l'argent. Vous faites ça gratuitement? On a des modèles économiques. On loue les salles pour des anniversaires. Pour des mariages, même parfois pour permettre, comment dire, à des gens qui ont des communautés mourides qui ont besoin d'un espace pour faire une grande prière, etc. Et ils nous laissent un peu d'argent. Il y a régulièrement des événements, donc on vit de ça. D'accord. Et là, je provoquais Fouad, mais ça veut dire que vous louez des espaces qui ne sont pas à vous? Exactement. Mais c'est quoi ce délire? C'est pas à vous. C'est pas une location. Ah. Nous, ce qu'on dit, c'est simple. On dit c'est gratuit. Vous donnez ce que vous voulez.
Mais tu es bien d'accord qu'on va nettoyer derrière toi et qu'on doit surveiller le lieu. Il faut le payer, ça. D'accord, vous faites payer un service, en fait. Le service, tout le service qu'il y a derrière. Et est-ce que vous avez des soucis avec, la localité, avec tout le monde. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Déjà la justice, déjà, comment dire, les élus, un Ouais. peu parfois, ça arrive. Ouais. Et Mais voilà, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, monsieur, partez, et à ce moment-là, vous faites quoi? l'objectif, c'est de nous faire partir, c'est sûr. Et vous partez pas? Nous, notre but, c'est pas de rester non plus. Notre but, c'est pas de devenir des fonctionnaires. Ouais. Si demain, quelqu'un il me dit, voilà, je te donne les clés d'un endroit, tu vas garder à vie. C'est Ouais. la pire des choses qui peut m'arriver. D'accord. Parce que si on le garde à vie, c'est plus de l'éphémère. Et si l'éphémère, c'est le but, c'est de vivre chaque minute comme si c'était la dernière. De faire le maximum d'actions positives comme si c'était la dernière. Donc c'est très philosophique, votre truc aussi. C'est très philosophique, ouais. Hein, c'est une philosophie. Aujourd'hui, de vie, là, que vous augmenter sa charge de travail, c'est ça que les gens ont peur. C'est-à-dire demain, tu montes une association où derrière, il y a un syndicat qui se crée et oh là, on ne veut pas augmenter notre charge de travail. Ouais. Voilà. Non, il ne faut pas pousser. Donc, on marche sur. Et ça vous prend combien de temps, ça, dans la semaine? Ça prend beaucoup de votre temps? H24, 7 Alors, jours sur 7. vous n'êtes plus conseiller dans la banque et dans la finance? Ah non, si, toujours. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours une partie de. C'est comme Votre quand vous esprit, avez des enfants. Ouais, d'accord. C'est un souci permanent. Et en plus, vous avez une famille. Ouais, oui, j'ai une vie familiale, j'ai 7 enfants Voilà. voilà, qui me suivent dans mes squats, qui savent très très bien ce que je fais, qui me suivent dans mes causes perdues. Et s'il n'y avait pas eux, je ne ferais pas ça. Moi, ça me fait. Je suis désolé, mais quand je suis en face de mes enfants, je leur dis que je suis un super-héros. Et Vous leur dites, je suis un super-héros? Et ils me croient. Mais c'est normal qu'ils vous croient. Et ils me disent, mais c'est vrai, en vérité, ce que tu fais, t'es ni ça, ni ça, ni ça. Ce que tu fais, voilà, c'est un. Bah oui, je suis un super-héros. C'est ça que vous devez devenir. Vous devez devenir des héros. Les vrais héros, c'est ceux-là, c'est pas ceux que vous croyez. C'est pas que les stars du football. Il n'y a pas que le foot ou tout simplement avoir un CDI, quoi. Il n'y a pas que ça dans la vie, sinon ça serait triste. Ouais. Ouais. Il y a des gens qui font des choses qui sont pas ordinaires. Mais, Fouad Abou Hamda, il y a aussi une sacrée bande de... Enfin, il y a des gens aussi dans la société qui veulent pas faire grand-chose, qui veulent pas travailler, qui veulent pas entreprendre, qui veulent vivre au crochet de la société. Ça existe, vous l'entendez ce message? Ouais, bien sûr. Ils viennent vous voir, ceux-là? Moi, je vous dis honnêtement, une personne qui touche le RSA et qui ne paye pas de loyer, elle a un meilleur pouvoir d'achat, meilleur niveau de vie qu'un jeune professeur. Qu'un jeune professeur des écoles. Expliquez-nous ça. Une personne qui a 470 € par mois et qui n'a pas de loyer à payer. C'est-à-dire qu'il vit chez ses parents ou qui... il n'a plus besoin de travailler. S'il n'a pas de loyer à payer. Surtout que maintenant, aujourd'hui, au niveau loisir, il vous suffit juste d'avoir un abonnement Internet et ça suffit largement aux gens. Alors que vous voulez dire que le jeune professeur qui, lui, a un salaire mais a un loyer à payer, puisque les loyers plus il doit s'occuper de tous ses enfants, plus corriger, lui, il galère. Et en plus, il a moins le temps de s'amuser. Voilà, exactement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, voilà... Un jeune ouvrier, c'est pire. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont aussi dans des paradigmes, on va dire, entre guillemets, artificiels. Si bien nicotine, alcool... ou avoir des drogues un peu plus dures, passant par le shit, etc. Donc tout ça c'est problématique. Quand moi j'arrive face à ces gens-là, je le sais que, comment dire, je suis conscient que... Et j'ai pas de pitié pour eux. Les gens, beaucoup disent, mais tu t'occupes des SDF, tu t'occupes de gens qui sont en difficulté. J'ai plus de pitié pour la bonne femme qui se fait belle le matin, qui met ses talons, et qui va essayer de nourrir ses gosses et qui va faire toute la journée du travail à son Dieu, parce qu'en France, c'est comme ça. Ton Dieu, c'est ton petit chef qui est au-dessus de toi. Tous ceux qui se lèvent le matin, ils ont un Dieu, c'est le petit chef qui les commande et qui sont à genoux devant lui. Et puis voilà, pour gagner ton salaire, j'ai plus de pitié pour cette personne-là. Une personne qui dort dans la rue, que j'ai trouvée dans la rue, et qui mange dans les poubelles. Mais je ne m'inquiète pas pour lui. Lui, il a tout compris à la vie, lui. Il a tout compris à la vie. Mais alors, après... On se pose aussi des questions, on part du principe que tout être humain veut améliorer quand même sa condition. Oui. Donc c'est là-dessus que je améliore ta condition. Voilà, je suis plutôt d'accord avec ça. Tout être humain doit normalement penser toujours à améliorer, toujours plus. Ouais, On cherche toujours à être. C'est pour ça qu'on veut toujours le meilleur smartphone, c'est pour ça qu'on veut toujours être meilleur. C'est pour ça que, comment dire, il y a des gens qui se goinfrent
en leur disant je vais te rendre meilleur. Dès que tu dis à quelqu'un je vais te rendre meilleur, on est prêt à le payer. On va te faire gagner plus d'argent, plus. Donc tout ce business autour de ça fonctionne actuellement super bien, individuellement. Bien sûr, Donc moi je pense que, voilà, il y a notre méthode, elle est simple, c'est faire vivre des gens ensemble qui à la base étaient complètement en rupture du système, qui se sont mis en dehors du système, et leur donner plus d'intelligence collective que d'intelligence individuelle. D'accord. Donc vous travaillez à l'intelligence collective. C'est individualiste. Ouais, d'accord, ouais. C'est ça que vous brisez en fait. Voilà. Ouais. Et parfois je me retrouve avec des mecs qui sont très bouffés par l'orgueil. Mais au contraire, je ne vais pas dire ouais c'est des gens méprisants. Non, au contraire, tu es orgueilleux, je t'aime bien, viens. Tu es orgueilleux, bah, leur montre ce que tu es capable de faire. Ouais. Parce que là actuellement on est tous dans la même merde. Et là, tu es face à tout le monde. Ouais. Bah ouais. Montre-nous, allez. Voilà, sors parler, les c'est poubelles, facile, montre-nous. Répare, comment dire, la plomberie, etc. Touche à l'électricité. Parce que c'est très manuel chez Atmosphère. Enfin, il y a beaucoup de manuels. Beaucoup de manuels. Ouais. Ce qui n'est pas forcément, malheureusement… Pour la population qui vit à Atmosphère. D'accord. Par contre, pour la population des usagers, ceux qui utilisent nos espaces de coworking, il y a beaucoup, comment dire, de gens de profil. Dernièrement, moi, j'ai carrément vu un polytechnicien. Ouais. Alors après, on se demande pourquoi il est là, le polytechnicien. Ouais. Parce que lui, il monte sa start-up. Et dire à ses investisseurs que, regardez, moi, je monte ma start-up dans un squat gratuit. Ça fait plus classe de dire que je suis incubé et je paye par poste 400 €. Et ils ont une autre mentalité. Et qu'est-ce que vous espérez alors ? Il y a quelque chose que vous espérez de toute façon, moi, je suis dans la rédemption. C'est peut-être un problème psychologique, il faut qu'après je l'étudie, il faut peut-être qu'à un moment, il faut que je me fasse un jeûne de l'esprit, puis je me dise pourquoi je fais tout ça, quoi. Je me suis peut-être pas encore posé la question. Je suis encore jeune, j'ai que 44 ans. Là, pour l'instant, je suis plutôt dans l'action, quoi. Ouais. Mais peut-être que c'est tout simplement de la rédemption. J'ai envie de donner un avenir meilleur aux enfants et me dire, voilà, au moins j'aurais fait mon boulot, quoi. Je trouve que j'en fais pas assez. Ouais. Voilà, c'est peut-être si c'est une question personnelle, c'est plutôt là-dedans. Maintenant, concernant Atmosphère, c'est simple. On règle tous les problèmes. Demain, si tous les espaces disponibles qui vont être détruits, si on donnait la possibilité à chaque citoyen de l'autogérer ses lieux, pas forcément à Atmosphère, à d'autres structures aussi, mais à chaque citoyen de autogérer des lieux. Enfin, j'ai rien contre un Starbucks. Ouais. Mais j'aurais préféré, ils embauchent des étudiants, mais j'aurais préféré un café citoyen, où c'est géré par les habitants du quartier, et on embauche des jeunes. À un moment, il faut aussi donner la possibilité aux gens d'autogérer les gens. C'est là l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est ça, c'est donner la possibilité à n'importe quel citoyen d'ouvrir leur Starbucks. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Au-delà de l'entrepreneuriat, votre action, elle est aussi très politique. Il y a encore plus votre idée, votre façon de voir c'est votre définition de la démocratie peut-être que vous êtes en train de… Il y a un corpus politique derrière, bien sûr. Ouais. Il y a tout un… De toute façon, que fait l'État ? L'État institutionnalise. Non. Je vais vous donner un exemple simple. Vous avez déjà pris les transports en commun. Ça vous arrive de voir des gens qui vendent des fruits dans la rue, sauvagement, à gauche, à droite. Est-ce que la police les arrête ? Non. Pourquoi, à votre avis ? Parce que l'État a institutionnalisé cette pratique. Mais c'est une belle pratique. C'est une belle pratique, mais normalement c'est illégal. D'accord. Mais est-ce qu'on les arrête ? Oui, non, jamais. Non, Pourquoi ? Parce que la personne qui n'a pas eu le temps d'aller manger et qui sort du boulot, puis qui va pas s'acheter une banane, ils rendent un vrai service. Voilà, elle rend un vrai service. Elle va rentrer chez elle, elle va manger cette banane, elle va peut-être moins tomber malade. Donc moins de sécu à payer. Et en même temps, cette personne qui est en train de vendre ça, si elle ne faisait pas ça, on serait peut-être encore plus dans les problèmes. Donc on permet à une personne d'entreprendre et de jouer un rôle social. Donc pour moi, dès qu'on laisse faire, dès qu'une pratique est laissée, pour moi, c'est que l'État a institutionnalisé. Et je vous dirais même que la vente de shit, ça y est, c'est institutionnalisé. C'est tout à fait normal en France qu'on vende du shit. C'est-à-dire, ça y est, l'État a compris que laisser ça… Non, mais là, par contre, on ne vous laisse pas faire. On laisse faire. Non, on ne laisse pas faire, puisque on vous arrête, on vous met en prison. Pas tout le temps. Pas tout le temps, on ne peut pas… Sur 99% des cas, non. C'est ça le souci qu'on a en France. Dire qu'on laisse faire pour… Aujourd'hui, le trafic de drogue… calmer socialement. Le trafic de drogue en France… Pour apaiser socialement les…
Parce que, à défaut de... en réfléchissant bien, on se dit, l'intérêt général, parce que ce qui prime dans la justice, c'est l'intérêt général. On ne va pas mettre quelqu'un en prison qui est utile. Le juge ne mettra pas en prison. Donc on a jugé aujourd'hui que les fours, ce qu'on appelle les fours, dans les cités, où les gens vendent de la drogue, ça arrange tout le monde. Alors, je sais pas, après... Alors ça arrange... Attention, ça n'arrange pas les familles, ça n'arrange pas les individus. Mais peut-être que l'État, que ça n'arrange pas les familles, ça les arrange. Ah, d'accord. Donc... peut-être que, comment dire, l'État s'est dit, bah, tiens, le livreur, pour qu'il aille travailler, il a besoin d'acheter son shit. Et puis, comme on a besoin de livreurs, avec ses 1005, il va au moins ça va l'obliger à aller travailler. Donc, c'est une forme de... D'accord tacite entre... D'accord tacite. Ça va obliger, au moins s'ils sont accros au shit, ça va les obliger d'aller travailler pour aller gagner un peu d'argent. Ah, d'accord. Donc il y a une espèce de cercle vicieux là voilà. qu'on a laissé s'instaurer selon vous. S'instaurer, c'est complètement... c'est un peu c'est mon idée. Hein. Après, beaucoup de gens vont dire mais il dit n'importe quoi ou quoi que ce soit. Mais pour moi, c'est tout... Pour moi, c'est lié, quoi. Et encore même pire. Toute organisation, elle n'aime pas les rebelles. On se dit quand un rebelle va fumer du shit, parce que lui, si on lui interdit de fumer du shit, il va faire le contraire, il va aller fumer, parce que c'est interdit, donc c'est un rebelle. Et comme il va s'exposer le cerveau, bah, ça sera un rebelle, mais avec le cerveau exposé. Donc c'est plus un rebelle affaibli. C'est plus un rebelle. D'accord. C'est quelqu'un qui va juste blablater et qui ne bougera pas. Donc effectivement, il y a beaucoup de politique dans votre approche. Et ça, il faut avoir une vision très terre à terre. Il faut vraiment être en bas. C'est de la pollinisation vers le bas. Aujourd'hui, les gens veulent essayer de comprendre les choses en côtoyant des élites. C'est vrai, ils vont comprendre plus rapidement plein de trucs. Mais la lenteur, le terrain, ça ne vaudra jamais, comment dire, ce que vous allez apprendre plus vite en faisant des études, en rencontrant des élites. C'est pas possible. Il faut aussi être un peu sur le bas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller lire des livres, il ne faut pas au contraire côtoyer des gens qui ont fait des super calculs, des super livres, etc. Mais il faut aussi aller beaucoup sur le terrain, même si c'est plus lent. Parce que ça demande de passer du temps avec cette personne-là, avec cet usager-là, avec ce problème. Et tenir plus d'1 heure avec eux, c'est déjà hyper dur. Tu parles à quelqu'un qui aura des pâquerettes, il faut tenir 1 heure. Au bout de 2 heures, tu saignes du nez. Donc là, on te demande d'être tout le temps avec eux et avec plusieurs caps cliniques, quoi, limite. De quoi écrire un livre là, c'est pas des livres, c'est pas évident aussi. Donc il faut aussi, alors moi j'invite les gens, ne serait-ce que pas venir pour agir, mais ne serait-ce qu'être observateur. Donc de venir à l'atmosphère, par exemple. Observateur, vous venez regarder, vous écoutez. Et vous regardez. N'agissez même pas. Ok. Et par vous-même, vous allez comprendre des choses, quoi. La violence, tout ce qui est derrière ça, quoi. Puis ça va un peu vous forger aussi une force mentale. Une force mentale, pas dire j'ai été dans le terrain donc je suis plus fort et je suis plus violent que les autres. Non, force mentale, c'est-à-dire donner plus comment dire je dis pas qu'il faut avoir une attitude compassionnelle, etc., mais plus de vérité. Parce que c'est avec la vérité qu'on gagne, c'est pas avec la violence. Merci Fouad. Bon, ouais, j'espère avoir fait un peu le tour. Oui. Bon, en tout cas, on a bien compris, je crois, le sens du projet et de votre engagement sur le terrain. Eh bien, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de l'entretien sur Al Jaloubia TV. Au revoir.